Je vous présente aujourd'hui notre 391e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors avant tout, j'aimerais vous poser des questions sur votre santé ainsi que celle de Janie. Comment allez-vous? Bon, d'abord, écoutez, je ne vais pas si mal que ça. La preuve, c'est que je suis là, mais je souffre quand même d'une déchirure de tendon, qui est une affection assez douloureuse et malheureusement durable. Janie, elle, va très bien. Je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par sa résistance et c'est une véritable Athéna, cette demi-grecque. Elle a été très bien, très courageuse, parce que c'est tout de même quelque chose de perdre absolument tout ce qui a fait votre vie, quoi. Puis je voudrais par l'occasion remercier tous les amis, bien sûr, très nombreux, qui nous ont signalé leur amitié, et puis même les inconnus qui ont tweeté ou envoyé des messages. Ça nous a été quand même un élément très consolateur, en quelque sorte. Oh, puis demain, la vie commence toujours demain, hein, bon. Merci. Alors vous étiez hier matin l'invité de France Info. Vous êtes revenu sur ce que vous appelez le Charlie Business. Que voulez-vous dire? Oui, parce que j'ai dit que d'abord, je pensais qu'on avait d'abord détourné l'élan affectif et compassionnel de tout un peuple pour les victimes de cet attentat criminel, et vers en quelque sorte une opération politique qui tentait à faire croire ou à demander aux gens d'adhérer aux idées de Charlie Hebdo, qui sont des idées, comme chacun sait, sulfureuses, d'extrême gauche, anarchistes, trotskistes, etc., comportant des insultes en particulier contre le Front National, voire même des demandes d'interdiction. Donc, et ensuite, maintenant, il y a une nouvelle phase, c'est le Charlie Business. Le Charlie Business, ça consiste à faire rentrer de l'argent. Ainsi qu'on a appris que Charlie avait vendu plusieurs millions, 5-6 millions de numéros à 3 €, ce qui fait 18 millions. Il avait reçu 1 million de subventions de l'État sans barguigner, et il avait fait une campagne très réussie d'abonnement. Alors j'appelle ça du Charlie Business, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avec le malheur des autres, se font de l'argent. Oui, alors vous avez mentionné aussi le second tour des élections législatives partielles qui opposera Sophie Montel, Front National, à un candidat socialiste dimanche prochain, là, qui vient. Que pensez-vous des consignes de vote du camp adverse UMPS? D'abord, je veux dire que cette élection a connu une popularité, si j'ose dire, une publicité extraordinaire, précisément par les positions qu'ont pris ou n'ont pas réussi à prendre un certain nombre de mouvements adverses. D'abord, je voudrais parler des consignes qui sont données du côté du gouvernement. Le gouvernement a mis le paquet, il a envoyé là-bas des ministres, le président de la République, lequel a pris position dans son discours, ce qui est assez scandaleux. Bon. D'autre part, on voit bien que tout est mobilisé pour essayer de faire triompher, pour la 13e, après 12 échecs successifs, le candidat socialiste. Quant à l'UMP, eh bien, écoutez, c'est la folie, quoi. Chacun tire de son bord, c'est le chaos. Les uns sont pour le soutien aux socialistes, comme M. Juppé, l'ancien condamné de droit commun à 18 mois de prison, n'est-ce pas, je rappelle. Et puis, puisqu'il a fait un rappel du passé, d'une opinion qu'avait émise la candidate du Front National. Alors moi, je rappelle aussi le passé de M. Juppé. Il n'est pas le seul à avoir ça, Mme Kosciusko-Morizet, qui ne trompera personne. Et puis, il y a ceux qui sont pour le nini, et ceux qui sont pour le ni-ni-ni, c'est-à-dire pour ne pas prendre position. Et puis, il y a ceux qui, somme toute, sont corrects comme Guéant. C'est pas Guéant, c'est Guénaud, oui, qui dit, après tout, il faut respecter les électeurs du Front National. Mais je ne donne pas de consignes. Il laisse les gens libres. Alors, ça fait une élection très ouverte. Et je crois que Sophie Montel s'est beaucoup dépensée sur le terrain. J'espère, je croise les doigts. Après tout, la victoire n'est pas impossible. Au contraire, ça dépend de la mobilisation des Français et en particulier des électeurs du Front National. Bien, alors François Hollande, vous en parliez vite fait, donnait une conférence de presse hier à l'Élysée, la 5e depuis le début de son quinquennat. L'avez-vous suivi? Oui, j'ai suivi la conférence de Germain Luxembourg, qui a duré 2 heures. Et j'ai suivi les 2 heures. Et j'ai même fait mon tweet en disant « plus c'est long, moins c'est bon ». Alors il a parlé de tout. D'ailleurs,
je crois qu'il était disposé à parler 3 heures éventuellement. Il prend visiblement un certain plaisir à se faire entendre, parce qu'il y a très peu de gens qui l'écoutent. Alors, quand il a la chance d'avoir le micro, là, il s'en donne à cœur joie. Il s'en est pourtant donné à cœur joie pendant un mois entier, où lui et les ministres ont occupé littéralement les écrans et les antennes, ce qui permet d'écarter les autres, bien sûr. Alors, durant cette conférence de presse, il déclarait vouloir prolonger l'esprit de janvier. Et puis aussi, concernant le problème ukrainien, vouloir le régler par voie de diplomatie. Alors, aspire-t-il, selon vous, désormais, à un statut d'influence, d'envergure internationale ? Oui, mais c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. N'est pas diplomate international qui veut. Tout dépend du poids de la France dans le monde, et malheureusement, celle qui est représentée par Germain Luxembourg n'est pas extraordinaire. Hélas, elle a perdu beaucoup de sa force et de son poids. Je souhaite bien sûr qu'entre la Russie et l'Ouest, et entre l'Ukraine officielle et le Donbass, il y ait un accord de paix. Je suis d'ailleurs très inquiet de voir la politique américaine opter en quelque sorte délibérément pour la guerre, en proposant de fournir des armes à l'Ukraine officielle, laquelle, je rappelle, est issue d'un pouvoir insurrectionnel, n'est-ce pas, elle-même. Bon. Mais ça c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est donner des allumettes à un petit garçon. N'est-ce pas ? Et je crois qu'il faut souhaiter que le sang-froid de Poutine et peut-être l'appui que pourraient donner à une solution de paix les pays d'Europe de l'Ouest aboutissent à calmer le jeu qui, tout naturellement, aura tendance à s'aggraver. Alors pour revenir à ce sujet de l'Ukraine que vous évoquiez à l'instant, John Kerry avait convoqué hier François Hollande et Angela Merkel afin justement de décider de l'envoi d'armes lourdes au gouvernement de Kiev. Mais les USA n'ont-ils pas déjà fourni Kiev justement en armes depuis le début du conflit ? Oui, on peut le croire. Et en tous les cas, je crois heureusement que là, les Européens, en quelque sorte, ont opposé une fin de non-recevoir à la suggestion de M. Kerry, qui s'est conduit comme un véritable va-t-en-guerre. Et alors Moussa Koulibaly a agressé au couteau 3 soldats français en patrouille Vigipirate à Nice en début de semaine. Il avait, dit-on, été repéré par la DGSI. Alors sont-ils nombreux comme ça, ces individus suspects, voire dangereux, repérés, mais qui continuent à se balader dans la nature ? Oui, bien sûr, d'autant qu'on sait que beaucoup de ces militants djihadistes sont déjà des gens qui sont en froid avec la justice pour différentes affaires de droit commun. C'est une espèce de no man's land criminel et délinquant dans lequel les djihadistes recrutent plus facilement des hommes de main, semble-t-il. Il y a une chose que je voudrais souligner dans ce cas. D'abord, on sait qu'on essaye de minimiser toujours l'acte criminel de façon à surtout ne pas faire l'amalgame, etc., etc. Mais il y a une chose qu'on oublie de dire à chaque fois. On parle de couteau, une agression au couteau. Si on disait l'exacte vérité dans les deux cas, il s'agit d'un couteau de boucher de 30 cm de long. Or, par exemple, il n'y avait pas besoin de donner des tas d'explications dans la première agression au commissariat de police. Il suffisait de dire que ce monsieur avait dans son sac un couteau de boucher. Et qu'on ne vient pas, quand on a un couteau de boucher dans son sac à dos, ça n'est pas pour peler des pommes de terre. Et ça donnait tout de suite le niveau de culpabilité de l'agresseur. Eh bien, c'est curieux, ça n'a pas été dit, même pas par la police. Alors justement, quel est l'intérêt de minimiser les risques encourus par tous nos concitoyens ? Eh bien, je crois qu'on craint par-dessus tout de gagner à la rébellion l'opinion des musulmans. Et c'est vrai que l'immense majorité des musulmans est en dehors de l'action terroriste. Ce qui ne veut pas dire en dehors de la sympathie que certains peuvent porter
à une action même criminelle, comme on l'a vu dans les écoles au moment de la minute de silence. Et il est bien évident que nous dansons sur un volcan, là. Oui, alors Hollande a développé l'idée de former des aumôniers musulmans dans les prisons. Que pensez-vous de ce projet? Ça me paraît tout à fait aberrant. Enfin, écoutez, on nous rebat de la laïcité à longueur de journée. Ainsi donc, c'est l'État qui s'assurerait de la formation des maîtres. Est-ce qu'il va aussi faire cela dans les séminaires catholiques ou protestants? C'est évident et c'est stupide. Et ça montre bien d'ailleurs la difficulté du problème, parce que la laïcité nous oblige à nous tenir à l'écart et dans le respect des religions existantes et de n'y pas intervenir. Mais dans le même temps, c'est laisser toute liberté à des révolutionnaires, à des terroristes de propager leur doctrine ou leurs consignes. Alors, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, bientôt, d'ici quelques semaines, totalement lâché par l'Europe. Était-ce, selon vous, inévitable? Je ne sais pas si lâché, oui, pas lâché. Il n'est pas lâché par l'Europe, il a été lâché relativement par la BCE, Par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne qui a cessé de lui appliquer le traitement de faveur qui était accordé jusqu'ici à la Grèce. Il est bien évident que ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles à Tsipras, dont on ne partage pas, comme chacun sait, les opinions d'extrême gauche, évidemment. Parce que certains ont dit « Ah, mais quand même, le Front National… » Non, nous avons souhaité que l'Europe reçoive un camouflet par la victoire de Tsipras. C'était en quelque sorte, nous souhaitions le dégât collatéral pour l'Europe. Mais nous n'avons pas, bien sûr, nous ne pensons pas du tout que ce soit le communisme qui soit de nature à arracher la Grèce à son désastre. Alors, en même temps que vous cherchez à nouveau un toit provisoire, avez-vous eu le temps d'entamer quelques lectures? Oui, écoutez, je vais terminer là un livre tout à fait intéressant qui est le livre de Laurent Oberton, oui, qui s'appelle France Big Brother. C'est très très intéressant et je conseille aux gens de le lire, mais nous y reviendrons quand je l'aurai terminé, si vous voulez. Parce que il faut dire que la situation ne me laisse pas tellement de loisirs, même si ma douleur à l'épaule m'empêche de dormir souvent. Ça, nous imaginons bien. Bon, alors vos déplacements, sinon? Alors écoutez, cette semaine, ce week-end, je vais à Sud Radio, je crois, dimanche, mais je suis dans la région, reste dans la région parisienne. En revanche, toute la semaine prochaine, je serai au début de la semaine à Strasbourg pour la session du Parlement européen, et à la fin de la semaine à Marseille, au Conseil régional, et dans le Var, à Saint-Raphaël. Je crois que c'est samedi ou dimanche, je crois que c'est dimanche. Bien, donc nous nous retrouvons alors dans 2 semaines. Voilà. Eh bien, bonne continuation et bon courage. Au revoir. Merci.